bien, bonjour à tous. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Aurore Bouy, qui est coach, conférencière, chroniqueuse et qui est créatrice et directrice de différentes entreprises. Donc, bonjour Madame Bouy. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir, d'autant plus qu'après nous aurons la joie de pouvoir présenter Madame Bouy à nos stagiaires, lesquels pourront poser des questions. Donc, quand nous regardons votre parcours professionnel et vos différentes expériences, nous avons envie de vous demander de nous parler de vous en quelques mots. En quelques mots. Alors, je dirais que j'ai eu une première partie de carrière. Moi, j'ai eu une formation d'ingénieur. J'ai exercé 12 ans dans le domaine de l'ingénierie, électronique, informatique, dans les systèmes de base de données. Donc, vraiment une fonction plutôt technique. Et puis, j'ai ressenti le besoin, à partir de 2008, d'ajouter quelque chose à cette carrière. Pas forcément de faire une transition complète, mais d'y ajouter quelque chose. Et assez rapidement, ce qui a émergé, c'est que j'avais le souhait que les projets se fassent au bénéfice de la société. Donc du coup, je me suis lancée dans ce qui s'appelle donc l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale. Donc comment est-ce qu'on peut effectivement innover avec des solutions technologiques ou des nouveaux produits, des nouveaux services, mais mettre tout ça au bénéfice de la société. Donc concrètement, ça peut vouloir dire des solutions pour une meilleure santé pour tous, ça peut vouloir dire des gens qui s'intéressent à l'environnement, des gens qui ont des nouvelles pratiques RH. Voilà, donc ça couvre différents pans, mais il y a toujours ce but, cette finalité de faire quelque chose de positif pour la société et de mettre en fait l'innovation au service de ce bien-être sociétal. Lorsqu'on vous parle de gestion du temps, qu'est-ce que cela vous inspire ? La gestion du temps, c'est un vrai défi. Ça l'est pour les entrepreneurs et ça l'est pour effectivement les collaborateurs, les collaboratrices. Donc c'est vraiment un défi quand on a des multi-activités, notamment, voilà, être entrepreneur, être parent, avoir une vie à côté. C'est assez difficile des fois de gérer le temps au mieux. Donc au niveau de ma société, en tout cas, le choix qu'on a fait, c'est d'aller vers des modèles de gouvernance partagée, d'holacratie, par exemple. Oui. C'est une de nos inspirations. Et l'intention de ça, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans de la gestion du temps de type 9-18 avec une pause très précise, mais on est dans le fait que les personnes doivent réaliser un certain nombre de tâches et peuvent en partie s'auto-organiser pour réaliser ces tâches. Donc ça a été un choix pour les collaborateurs, pour les collaboratrices, mais également pour moi. Ça me permet en fait de tout simplement pouvoir faire beaucoup plus confiance à l'équipe puisqu'ils sont autonomes sur une partie de la réalisation de leurs tâches. D'accord, mais alors vous, par rapport à la gestion du temps, quels sont les outils que vous utilisez ? Est-ce que vous avez mis en place des outils pour cela ? Oui. Et est-ce que vous pourriez en parler à nos internautes ? Oui. Alors c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai notamment la rencontre avec la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, qui m'a aidé à gérer ça au mieux. C'est, pour résumer, et pour ceux peut-être qui ne connaissent pas encore, c'est plus qu'une technique, c'est un peu une philosophie de vie. Quelque part, c'est savoir où on en est, savoir ce qui se passe dans notre corps. Et de temps en temps, en fait, quand on a beaucoup d'activités, on se met sous pression soi-même et c'est notre corps des fois qui crie au bout d'un moment. Par exemple, les burn-out, c'est souvent, on pense qu'on gère, puisqu'on gère ça plutôt avec la tête, avec les différentes activités qu'on a à réaliser. Mais au bout d'un moment, notre corps dit stop, en disant non, ça ne va plus du tout. Donc c'est que la méditation est un des outils qui permet vraiment de se connaître soi-même, de savoir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et puis du coup de rééquilibrer en mettant dans la balance les activités qu'on a réellement envie de réaliser et qui nous font du bien. Donc vous utilisez cette pratique? Oui. Alors je l'utilise pour moi-même. C'est également quelque chose que je propose à mes collaborateurs, mes collaboratrices. Par exemple, on commence, ça sont aussi des choses qui existent dans le domaine de l'holacratie, on commence toute séance par un moment de présence très simple où on se pose et on est en mesure de partager notre humeur du jour. Pourquoi c'est utile ? Admettons un collaborateur a très mal dormi pendant 2 jours parce qu'il a eu un problème avec sa famille ou autre. Il vient avec cette humeur en arrivant le lundi matin. Et en fait, s'il n'explicite pas le fait qu'il est de mauvaise humeur, potentiellement les collaborateurs vont dire « je comprends pas, il me sourit pas, il m'a pas dit bonjour ». Et ils vont prendre en fait ça comme une agression, quelque chose qui est négatif dans le contexte de l'entreprise. Donc finalement, si on a une mauvaise humeur, ça peut être un moment pour dire « écoutez, je suis désolée, je suis fatiguée aujourd'hui, je serai peut-être pas très réactive, mais ça ne vous appartient pas ».
Voilà, donc quelque part, ça sépare ce qui est les problèmes personnels des gens et le fait que dans l'entreprise, on a un rôle. Ça donne beaucoup plus de tolérance entre les collaborateurs et les collaboratrices. Effectivement, maintenant, on voit que beaucoup d'entreprises mettent en avant justement le mindfulness, dans des grosses entreprises notamment. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, on n'en parlait pas vraiment. Tel que le yoga aussi, qui est aussi une pratique qui est donnée de plus en plus pour pouvoir justement... Mais d'où vient, vous pensez, tout ça, que tout d'un coup, on nous parle justement de tout ce qui est bien-être au travail, etc. Avant, on n'en parlait pas du tout. Et si on le faisait, on passait un peu pour des allumés, on va dire. Donc, je pense qu'il y a une quête de sens très forte. C'est le cas pour la jeune génération qui a vraiment envie de sens au travail. C'est aussi le cas pour des gens qui ont fait une première carrière. Et puis typiquement moi, mon travail était très intéressant. Gérer un département informatique dans une grosse boîte multinationale, plutôt avec un bon esprit de famille au sein de l'entreprise. Mais mon travail manquait de sens. Finalement, je ne savais pas ce que ça représentait pour moi. Donc, il y a quelque chose en lien avec les valeurs personnelles qui devient assez important pour les gens. Donc, du coup, c'est une demande tout simplement des collaborateurs, des collaboratrices. De plus en plus de jeunes personnes ne se voient pas rentrer dans une entreprise s'ils n'y trouvent pas une réalisation personnelle. Donc ça, je pense que c'est une première dimension. Et puis, il y a eu effectivement des grands exemples internationaux qui s'importent petit à petit et qui montrent que, alors là, si on repart en langage entreprise, ça rend les gens plus productifs, si on en parle en ces termes, puisqu'effectivement, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle To Avin qui s'occupait du programme du bonheur national brut au Bhoutan et qui a importé en fait les indicateurs de bien-être dans le milieu de l'entreprise. Il a fait notamment une expérience avec une grosse entreprise multinationale où on ne définissait pas uniquement la performance à travers ce qu'on avait délivré, mais aussi à travers des indicateurs de bien-être. Et il est en train maintenant, à Genève aussi, de faire ce travail dans différentes entreprises. En fait, on peut réellement démontrer que l'entreprise fonctionne mieux sur tous les aspects. Il y a moins de turnover, il y a plus d'engagement, les gens se sentent concernés. Voilà, donc même si on parle en termes purement économiques, il y a une rationalité à juste s'intéresser à ces sujets-là. Mais vous avez aussi parlé de différents modèles de management qui maintenant évoluent. Oui. Donc ça vient aussi, c'est aussi un modèle aujourd'hui qui change justement pour nos jeunes. Oui. Et donc, quels sont les différents modèles justement que vous pensez? Vous parlez d'holacratie. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau modèle qui est en train d'émerger vraiment dans différentes sociétés? Alors, l'holacratie, c'est un système. De manière générale, c'est tout ce qui est effectivement gouvernance partagée. Je dirais que, alors moi je fais partie, mon entreprise, donc Softweb fait partie des entreprises qui ont été certifiées B Corp, donc Benefit Corporations, donc ces entreprises qui sont des entreprises commerciales mais qui veulent effectivement avoir un impact positif sur la planète. Et au sein de cette galaxie d'entreprises, il y a énormément effectivement d'entreprises avec des modes de gouvernance partagés. L'idée, c'est réellement de dire, alors l'entrepreneur qui a créé l'entreprise avait beaucoup de belles idées, etc. Mais c'est aussi l'écoute des gens qui sont sur le terrain. En fait, eux-mêmes ont une connaissance différente, plus pratique, plus proche du terrain, qui en fait est utile en termes stratégiques. Donc par exemple, nous, ce qu'on fait beaucoup pour différentes entreprises ou des institutions, c'est de faire des ateliers collaboratifs avec différentes personnes de l'entreprise. Pour résoudre un problème. Je vous prends un exemple. Une commune de la région genevoise qui dit, nous, on a un problème, c'est qu'il y a des gens qui sont là à 100% du temps et d'autres personnes qui sont là une partie du temps. Et ça crée en fait une sorte de différence de traitement dans les équipes, puisque les gens qui sont pas là les mercredis sont un petit peu pointés du doigt comme étant moins disponibles. Et ils ont voulu effectivement au départ faire appel à nos services en tant que consultants en disant on fait quoi pour résoudre ce problème-là. Et puis l'approche à ce moment-là que nous on leur propose va être de dire on fait un premier diagnostic de votre problème, mais après on va poser la question à vos collaborateurs. Donc du coup on a fait des ateliers avec des chefs de service, des collaborateurs simples, des personnes qui travaillent à temps partiel, des personnes qui ne travaillent pas à temps partiel, des hommes et des femmes, puisque quand on parle de temps partiel souvent il y a cette dimension-là qui apparaît.
Et du coup, ces collaborateurs ont proposé des solutions sur comment on pourrait résoudre le problème. Et on a un tout petit peu parlé de temps partiel, mais on a aussi à ce moment-là parlé de est-ce que c'est la présence, cette notion de présentéisme, est-ce que c'est la présence qui définit la qualité de ce que font les gens, comment on donne les tâches aux gens, est-ce que le cahier des charges c'est une liste de tâches fixe ou est-ce qu'ils ont la possibilité de proposer, d'être force de proposition. On a parlé d'aménager différemment l'espace de travail. Oui. Tout à fait. Parce que si effectivement, lorsqu'on vient travailler, on peut prendre son ordinateur et se mettre à un endroit, ça place différemment la notion de temps partiel. On a parlé de télétravail, on a parlé de plein d'autres choses. Mais les solutions ont émergé des collaborateurs eux-mêmes, des collaborateurs, des collaboratrices eux-mêmes. Et ça permet que si une solution est mise en œuvre, tout simplement, les collaborateurs se le sont appropriés, puisque ce sont leurs idées, leurs envies pour faire évoluer l'entreprise. Donc voilà, de manière générale, ce mode de fonctionnement-là, il permet vraiment, donc c'est un apport pour les chefs d'entreprise puisqu'il y a une vraie innovation qui vient de la base de l'entreprise et c'est formidable pour les collaborateurs, les collaboratrices. Dans les exemples qui sont très connus, il y a par exemple Loico ou bien LIP qui effectivement ont vraiment implémenté ces modèles de gouvernance partagée à une large échelle. Et ça permet réellement une implication assez forte des collaborateurs. Par exemple, dans le cas de Loico, un des collaborateurs a proposé un tout nouveau service et on lui a donné la liberté de faire un test et d'essayer de développer ce service, ce qui a été réussi et finalement une autre entreprise a émergé qui travaille en collaboration avec la première. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat, donc de l'entrepreneuriat à l'intérieur des organisations. Et ce que ça permet notamment, c'est d'éviter que des talents ne quittent l'entreprise, puisqu'à ce moment-là, ils sont réellement écoutés, ils sont force de proposition et ils n'ont plus forcément ce souhait de dire « je ne suis pas écouté là, je vais aller créer ma structure à côté », puisque ça reste lié. Oui. Mais vous avez aussi créé d'autres modèles et vous avez aussi travaillé sur les espaces coworking. Oui. Donc, oui. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que c'est intéressant de connaître un petit peu quels sont ces espaces qui vont justement permettre ce genre d'évolution auprès des employés. Oui. Alors c'est vrai que les espaces de coworking existent depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un modèle qui est intéressant puisqu'effectivement c'est ce qui s'appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire que ce n'est ni la maison ni l'entreprise, c'est un modèle au milieu. Donc ça peut être soit des indépendants, des entrepreneurs qui viennent et qui habitent ces espaces. L'avantage c'est que du coup ils ne travaillent pas chez eux et ils n'ont pas la pile de linge sale, la liste des choses. Voilà, ils ne sont pas dans leur quotidien et donc ils peuvent réellement se consacrer à leur projet, mais aussi rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même dynamique. Mais ce qu'on a aussi de plus en plus, ce sont des gens qui font du télétravail chez nous, enfin dans un espace de coworking. Donc des gens, par exemple, dont le lieu de travail habituel est de l'autre côté de la ville, mais eux-mêmes habitent plutôt près de notre espace et souhaitent venir travailler dans ce lieu. Ce qui est intéressant, c'est que ça réduit énormément les transports, il y a beaucoup d'impacts positifs en termes de mobilité. Et puis là aussi, même pour l'entreprise, ça les fait échanger avec des personnes qui sont d'autres univers. Donc ça fait une sorte de co-création naturelle entre des collaborateurs, des indépendants, et même, on est un des seuls espaces à le proposer, on a également des gens qui sont en recherche d'emploi, qui utilisent l'espace de coworking à un prix solidaire. C'est assez intéressant pour les deux. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs des fois qui ont besoin de force vivre et le fait d'avoir une personne qui cherche un job, il peut y avoir des collaborations temporaires. Et pour une personne qui cherche un emploi, le fait plutôt que de chercher son emploi depuis chez soi, le fait d'aller dans un lieu où il y a de l'énergie, de l'entrepreneuriat qui se passe, c'est aussi beaucoup plus motivant. Puis vous proposez aussi, j'ai vu, des espaces bien-être. Oui. Des espaces bien-être et également une crèche, entre guillemets, pour les enfants. Alors c'est vrai que dans l'idée d'avoir de la qualité de vie dans cet espace, il y a effectivement du yoga, la méditation qui est proposée aux gens qui le souhaitent. Soit gratuitement dans certains cas, soit avec des petits frais de participation. Et puis, il y a effectivement la possibilité de venir avec un enfant, puisque quand on est indépendant, on n'a par défaut pas vraiment accès aux crèches, aux solutions de garde. Donc effectivement, on a notamment des activités tous les mercredis, qui sont des activités citoyennes pour les enfants de 5 à 12 ans,
Et ça permet à des parents qui ont un gros dossier sur lequel ils doivent travailler et ont aussi un enfant, de ne pas se sentir coupable finalement, d'avoir une activité intéressante pour l'enfant et eux-mêmes 2 heures de temps de cerveau disponible, ce qui est un luxe de nos jours. Mais ça, c'est génial. J'ai trouvé vraiment chouette ce modèle que vous proposiez. Alors maintenant, j'ai aussi remarqué que vous mettiez beaucoup la femme en avant pour l'entrepreneuriat. Donc, quelles sont vos motivations à ce niveau-là? Alors, je dirais que c'est venu de manière organique. Ça a été vraiment sur la base des constats qu'on faisait. On a donc une consultation gratuite où on reçoit des porteurs de projets chaque année, 100, 150 à peu près par année. Et dans ces porteurs d'idées, donc des gens qui viennent avec une idée de projet à lancer, on a une majorité de femmes, ce qui est assez rare finalement dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc du coup, on a effectivement dit, peut-être qu'il y a plus de projets féminins qui vont émerger. Et en fait, donc beaucoup de femmes venaient avec des idées de projets, beaucoup moins lançaient effectivement leurs projets et encore moins obtenaient des financements à une année. Donc ça, vraiment, on a des statistiques assez précises là-dessus. Et on s'est dit, il y a vraiment un souci, puisque les idées qui nous sont proposées par ces femmes ne sont pas moins bonnes que celles qui sont présentées par les hommes. Par contre, il y a d'autres facteurs qui, visiblement, font que ces femmes n'arrivent pas à lancer leur projet. Et là, effectivement, on a fait une étude déjà sur la base des cas qu'on recevait, puis sur différentes études académiques. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a des freins personnels beaucoup plus forts pour les femmes à se lancer. Alors, il y a tous les aspects liés à la parentalité, la Suisse n'étant pas un pays très aidant sur ces aspects-là. Mais il y a aussi des aspects qui sont plus délicats à aborder, tels que des difficultés de confiance, une difficulté à investir, une difficulté à déléguer et un souhait d'aller très loin dans le perfectionnisme. Oui. Donc du coup, des exemples que j'ai eus, ce sont par exemple des femmes qui travaillent 2 ans sur un business plan pour s'assurer que le business plan soit parfait. Or, un business plan, quand on a lancé une entreprise, on sait qu'un business plan, à partir du moment où on lance son entreprise, il a une durée de vie de 3 mois. Puisqu'en finalement, c'est la feuille de route initiale, mais beaucoup de choses vont changer une fois qu'on se lance sur le terrain. Donc ça peut être une dimension. Et j'ai vu énormément de cas aussi où les financements demandés étaient insuffisants. Par exemple, il n'y avait pas suffisamment de salaire demandé sur le créateur, il n'y avait pas suffisamment d'investissement réalisé. Et donc, du coup, les personnes démarraient à minima le projet et assez rapidement, il y avait un épuisement. Les femmes, par exemple, sont surreprésentées dans la catégorie des très petites entreprises, ce qui veut dire qu'il y a de la création d'entreprises au féminin, mais les entreprises restent petites pour des raisons de difficultés d'investissement. Donc voilà, on a constaté ça. Du coup, on a mis en place effectivement un mécanisme de mentorat où, en plus de l'accompagnement technique sur le projet, on adjoint un ou une mentor pour la femme entrepreneur, où là, elle peut du coup aborder ses freins personnels et essayer de les dépasser et de valoriser son projet à sa juste valeur. Et il y a vraiment de très belles histoires, de très belles success stories dans ce programme de mentorat. On voit qu'il y a quelque chose de complémentaire de ce qui est fait au niveau technique par différents incubateurs. C'est de donner ce petit plus qui permet aux femmes d'aller suffisamment haut, de valoriser ce qu'elles font. Mais on voit aussi par rapport aux statistiques qu'on peut voir à l'Office fédéral de la statistique que justement, le 2e semestre 2018, on a 37,3% de femmes entrepreneurs. Donc, ce qui nous fait vraiment plaisir. Et donc, c'est vrai que votre travail est vraiment intéressant par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on peut constater que beaucoup de femmes ont ces freins-là. Mais après, j'ai moi-même essayé d'imaginer pourquoi les femmes ont ces freins. Et c'est vrai qu'on nous attend toujours au tournant. Donc c'est un petit peu ça le souci qu'on peut avoir. Et donc, d'où l'envie et le besoin de perfectionnistes. Donc peut-être que c'est aussi la société qui devrait un petit peu changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on pourrait faire évoluer ça? Il y a toujours à la fois une responsabilité de la personne et à la fois un environnement qui est favorable ou pas. J'avais des discussions avec des personnes qui gèrent des organismes de financement et qui admettaient qu'effectivement il y avait plus de chances d'être financé si on était un monsieur d'une 40aine d'années blanc. Voilà, parce que c'est le biais, parce que déjà souvent les réseaux d'investisseurs eux-mêmes se reconnaissent dans ce type de profil, et puis que par exemple les aspects liés à la parentalité font peur. Énormément, en fait, à peu près 50% des femmes qui se lancent en tant qu'entrepreneurs sont mamans. Mais ce n'est pas du tout un hasard. Il y a une statistique qui est sortie, je crois qu'il y a un article dans Femina qui est sorti aujourd'hui, qui expliquait qu'il y avait une femme sur 10 qui, lorsqu'elle avait un congé maternité, était licenciée au retour.
1 sur 10, c'est énorme. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce sont des personnes talentueuses qui ont fait des études et qui, effectivement, suite à un congé maternité, se retrouvent mises de côté. Alors, il y a 15 ans en arrière, la grande tendance dans ces cas-là pour les femmes était de dire je vais consacrer du temps à mes enfants. La nouvelle tendance, c'est de devenir mampreneur, donc maman entrepreneur, donc de lancer effectivement une entreprise en parallèle de son activité de parent. Sur le principe, c'est une super idée. Mais être entrepreneur, c'est un job à 120%, voire plus. Être parent, pareil. Donc, en fait, on se retrouve aussi avec des personnes qui peuvent aussi exploser en route, faire des burn-out qui, là, dans ce cas-là, sont, j'aurais presque envie de dire même encore plus graves, puisque ce sont des burn-out professionnels et personnels. Ça lie vraiment les deux aspects. Et donc, voilà. Donc, du coup, il y a une nécessité à ce moment-là d'accompagner ces changements. Voilà. En tout cas, bravo. Maintenant, vous êtes une mame entrepreneur, j'aime beaucoup le terme. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à nos internautes qui nous écoutent et dont nous devons avoir plusieurs mames entrepreneurs ou en devenir? Donc, quel conseil vous pourriez leur donner pour que ça marche bien et qu'ils puissent justement aller au bout de leur projet entrepreneurial? Je vais revenir sur des choses que j'ai dites, mais investir, déléguer, faire confiance. C'est vraiment ça que je retiens. C'est-à-dire que si on veut tout faire par soi-même, si on lance par exemple une entreprise de, je sais pas, de mode, il faudrait dans ce cas-là déjà potentiellement être un bon designer, potentiellement être un bon personne dans le supply chain, dans tout ce qui est chaîne d'approvisionnement pour avoir les bons matériaux, mais être aussi un très bon communicant, puisqu'il va falloir communiquer sur son idée, être aussi un très bon comptable. Strictement parlant, c'est pas possible. On peut pas être bon en tout. Il y a des domaines dans lesquels on va être bon, d'autres pas. Donc du coup, effectivement, les premiers temps, dans la phase pilote, les 6 premiers mois, les 12 premiers mois, peut-être qu'on devra tout faire seul. Mais au bout d'un moment, il faut arriver à déléguer, investir et faire confiance à d'autres personnes pour faire pour nous. Une personne, par exemple, qu'on a accompagnée il y a quelques années de cela, avait lancé une entreprise depuis 5 ans, avait également 3 enfants, dont un avec des différences éducatives, donc gérait énormément. Elle avait un marketing pour le coup excellent, qu'elle avait en partie délégué, mais elle passait 6 à 9 mois de l'année à s'arracher les yeux sur la comptabilité qui n'était vraiment pas son domaine d'activité. Et quand on a commencé à travailler avec elle, finalement, ce qui a été fait, ça a été pas grand-chose. À savoir lui dire, trouve une personne de confiance pour déléguer ta comptabilité, prends un espace de coworking quelques jours par semaine pour sortir de chez toi et avoir un vrai temps de qualité pour réaliser, par exemple, ta prospection. Et surtout, continue de prospecter. Elle avait vendu à une grande clinique genevoise, mais elle n'avait jamais eu le temps d'aller prospecter autre part, car surchargée par des tâches administratives, une fois qu'elle a délégué la compta, elle a pu aller démarcher ces différentes autres cliniques et obtenir X mandats additionnels. Donc voilà, c'est un exemple très concret où en fait, en se mettant tout sur le dos et en faisant tout par soi-même, on peut arriver assez rapidement à un stop professionnel parce qu'on atteint un plateau qu'on ne peut pas dépasser et potentiellement un stop personnel. Cette personne, a frisé le burn-out dans cette situation-là. Et puis maintenant, elle réussit. Et maintenant, elle a réussi à passer un cap et quelque chose vraiment de significatif s'est passé pour elle. Ça, c'est génial. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très, très enrichissant et je pense que nos internautes seront très contents de vous entendre parce qu'il y a des idées innovatrices que nous trouvons vraiment très intéressantes. Merci. Maintenant, j'ai une dernière question à vous poser. Bien évidemment, nous profitons de votre venue pour vous demander qu'est-ce que vous pensez du projet WeStart et comment vous verriez l'évolution pour encore mieux répondre aux besoins de nos demandeurs d'emploi pour pouvoir s'intégrer sur le marché de l'emploi de manière rapide et durable. Alors moi je pense que tout ce qui est approche pratique du retour à l'emploi, le fait d'être mise en situation, c'est quelque chose de très positif. Je pense aussi qu'il y a des compétences peut-être entrepreneuriales et d'innovation qui peuvent être développées chez les personnes. Peut-être que ça serait des pistes effectivement de dire comment arriver à peut-être des expériences en tant que mini porteur de projet. Par exemple, une expérience assez intéressante qui est en train d'être faite dans le canton du Valais, où plutôt que d'avoir un cursus sur 3 ans d'enseignement pur, en fait, les gens, au bout de 6 mois, sont directement mis en situation de gérer
gérer un processus entrepreneurial et de devoir aller chercher les enseignements qui vont avec. Donc voilà, le fait de des fois renverser la manière d'enseigner, c'est-à-dire de n'enseigner pas uniquement par la théorie, mais aussi vraiment par la pratique, la mise à l'application, et notamment dans un contexte entrepreneurial, je pense que ça peut donner des réelles forces aux chercheurs d'emploi pour innover dans les entreprises et apporter quelque chose d'unique. Eh bien, merci beaucoup, Madame Bouy. J'espère que vous aurez une valeur ajoutée par rapport à cette interview et nous vous remercions beaucoup et nous espérons vous recevoir pour un autre thème par rapport à WeStart et nous vous souhaitons une excellente suite pour tous vos projets. Merci beaucoup.